Bien, pour ce dernier moment de la matinée, j'appelle Nicolas Riot et Manon Loisel de Parties Prenantes pour nous parler de leur lettre aux 500 000 futurs élus. Comme vous voulez, mais avec des micros, ce sera mieux. Merci. Bonjour. Bon, pas facile de terminer après une matinée si dense. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie. On va essayer de faire court mais dense et peut-être, pourquoi pas, de garder un tout petit temps avec vous pour des échanges. Donc, on s'appelle Manon Loisel, Nicolas Riot. On est une toute petite agence en binôme de conseil aux collectivités territoriales. Donc, notre métier, c'est d'accompagner des élus et des agents sur des territoires très variés, notamment sur la question de la démocratisation de l'action publique. Et on a aussi une activité de plaidoyer. On a écrit un petit bouquin il y a 1 an et demi maintenant qui s'appelle « Pour en finir avec la démocratie participative ». Et on s'est lancé depuis mars dernier dans une petite aventure éditoriale, une sorte de petite ovni qu'on a appelée la lettre aux 500 000 futurs élus locaux. C'est la petite carte postale qui était sur votre chaise au démarrage. Et cette lettre, l'idée c'était de se dire, tiens, on va prendre 1 an, de mars 2025 à mars 2026, et pour essayer de faire en sorte de raconter ce qu'on a envie de dire dans le cadre des municipales, dans le cadre d'une campagne, chaque mois, on va écrire une petite lettre adressée aux 500 000 futurs élus pour essayer de parler démocratie, action publique, transition écologique, le tout avec des petits textes et des petits exercices pratiques. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a collectivement besoin que la campagne arrive, que la campagne soit dynamisée, qu'elle provoque du débat, qu'elle génère une boussole politique, une boussole démocratique pour les 5 prochaines années, parce qu'en fait, sans campagne, on va se retrouver à désigner des représentants sans bien savoir vers où on ira et avec une boussole essentiellement technique. Or, on a besoin, ça a été dit beaucoup de fois depuis ce matin, de politiser les enjeux et notamment de politiser l'enjeu du logement. Donc, à la fois, on est un peu, pour l'instant, perplexe sur le contexte chaotique national et le difficile démarrage local de beaucoup de campagnes. Il y a plein d'endroits où, quand même, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Mais on est aussi totalement ravis par cette matinée et cette perspective de politiser les sujets à l'échelle locale. Juste, on va pas vous lire la lettre qu'on a écrite le mois dernier sur les questions de logement, mais par contre, on va juste vous partager un peu les questions qui nous ont travaillé au moment de l'écrire. Et au moment d'écrire toutes ces lettres, à chaque fois, on se pose la question de pourquoi a-t-on besoin d'élus locaux ? Qu'est-ce qui fait qu'avoir 500 000 élus locaux, c'est potentiellement un vivier démocratique incroyable ? Encore assez faiblement activé, je le concède. On se pose la question de à quoi servent nos élus locaux ? Évidemment, les 35 000 maires. Depuis ce matin, on a beaucoup parlé des maires, à la fois dans la pièce de théâtre, avec le Vie ma vie de maire, et puis même dans la table ronde passionnante qu'on vient de suivre. En fait, bien évidemment, l'enjeu, c'est les 35 000 maires, mais c'est aussi leurs adjoints, tous les conseillers communaux et communautaires qui peuplent cette espèce de grand magma des 500 000, dont on a un peu de mal à savoir en fait à quoi ils servent. Et notamment parce que ce questionnement sur à quoi servent nos élus locaux, il est laissé en jachère par notre focalisation collective sur la place du citoyen et par la démocratie participative qui prend beaucoup de place. Dès qu'on dit crise démocratique, en fait, on se pose la question collectivement de que faire de nos citoyens, quelle est la place qu'ils doivent avoir et qu'ils doivent occuper. Et d'ailleurs, c'était intéressant de voir que ce matin, la pièce de théâtre, on a passé beaucoup de temps sur une réunion publique. Et en fait, à la fin, on avait ce monologue d'un élu dépité qui était très marquant. En fait, on pourrait se dire que l'effort à faire, c'est d'aller aider ces élus dépités qui font face à des injonctions contradictoires très complexes et qui sont bien esseulés et impuissants pour y faire face. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de la campagne pour pouvoir politiser ces sujets-là et notamment la question du logement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le logement en campagne, justement ? On l'a dit plusieurs fois, on a entendu plusieurs fois dans la matinée de dire l'habitat, c'est politique. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et surtout, l'étonnement qu'on a, nous, qui ne sommes pas des spécialistes du logement, c'est qu'on a l'impression que dès qu'on parle d'habitat, la discussion devient vite assez technique.
On l'a vu là dans les échanges, et notamment dans les réponses de l'adjointe au maire sur la réunion publique, il y a plein de sigles, il y a plein de données, et donc c'est comment, malgré cette complexité, on arrive à repolitiser le sujet et à montrer que derrière, c'est pas qu'une question de trouver la bonne solution technique. Et là-dessus, on fait un peu le parallèle avec les enjeux de transition écologique. C'est bon, ça y est, on a compris que en matière de transition, même si on continue à passer beaucoup de temps de cerveau sur quelles seraient les bonnes politiques, globalement, on les connaît. La difficulté qu'on a, c'est comment on les fait accepter, et une fois qu'on les fait accepter, c'est comment on arrive à les faire tenir démocratiquement dans la durée pour qu'elles produisent ces effets. Et notre sentiment, c'est que sur le logement, on est un peu confronté à la même difficulté. Et que ça passera par une politisation du sujet, c'est-à-dire que assumer que de parler davantage d'inégalité quand on parle de logement et notamment d'accès au logement pour tous, d'assumer que le logement est en fait une question de comment on organise le partage d'une ressource qui est à la fois rare et collective. Cette ressource, c'est le parc de logement dans son ensemble. Parc de logement social, Marine l'a bien dit, à quel point c'est la gestion de la pénurie, mais parc du logement dans son ensemble, parc de l'immobilier, et aussi, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, la ressource foncière. Donc, c'est là où la démocratie nous semble un bon allié pour remettre cette question des inégalités au centre du jeu. Et en même temps, et on en a pas mal discuté avec Catherine et Antoine en écrivant cette lettre, l'autre étonnement qu'on a eu en s'intéressant aux questions d'habitat, c'est de se réaliser, de se dire pourquoi, alors que les inégalités en matière d'accès du logement sont si fortes et si impactantes pour les habitants, pourquoi la mobilisation collective est si faible ? Nous, on est notamment plutôt spécialistes des questions de mobilité, et quand on fait le contraste avec la mobilité qui a généré les gilets jaunes avec les taxes sur les carburants, quand on voit toute la mobilisation qu'il y a contre les zones à faible émission dernièrement, c'est effectivement assez marquant de voir ce contraste-là. Et donc, c'est un peu la question qu'on s'est posée, et ça qu'on avait envie de partager avec vous, sur, au fond, si les victimes du mal-logement sont si nombreuses, pourquoi ont-elles tant de mal à se faire entendre et à être prises en compte dans les choix d'action publique ? Et on pense qu'il y a deux raisons à cela. La première, c'est que le débat est souvent renvoyé à la sphère privée ou la sphère individuelle, comme si effectivement le logement était une affaire privative, privée, individuelle. Ça a été beaucoup dit par Aurélie et Francesca tout à l'heure en disant en fait le logement est un levier de sécurisation individuelle, enfin l'accès à la propriété est un levier de sécurisation individuelle, et puis de l'autre côté il y a aussi toutes celles et ceux pour qui c'est aussi une source plutôt d'insécurité individuelle. Et donc globalement on a une forme de mise en concurrence pour l'accès au logement dans laquelle les victimes, celles et ceux qui font face aux difficultés d'accès au logement, se sentent parfois coupables, quoi. C'est un peu, vous savez, cette somme de choses qu'on entend, vous n'êtes pas solvable, vous n'avez pas les garanties, vous ne passerez pas en haut de la pile, etc. Et donc on est sur une situation dans laquelle c'est vécu comme un échec, et donc plutôt un échec qu'on garde pour soi. Avec un réflexe très fort de rechercher des portes de sortie individuelles, quoi. La lutte des places, la mise en concurrence pour l'accès au logement fait qu'on va plutôt se positionner sur des stratégies individuelles plutôt que sur des mobilisations collectives. Exemple, à Paris, on en connaît plein, éditer des faux bulletins de salaire pour pouvoir louer un logement, mentir sur son état de santé pour pouvoir accéder à un crédit, supplier un élu de mettre son dossier en haut d'une pile, ou essayer de maximiser la plus-value de son logement à la vente pour pouvoir essayer d'acheter plus grand quand le ménage se transforme. Et donc en fait, voilà, on se reconnaît tous dans ces situations-là, et des situations qui sont un peu des situations de sauf-qui-peut individuelles qui, d'une certaine façon, font écho à ce que Félicien Faury raconte dans Des électeurs ordinaires, et qui est en fait un des leviers un des carburants en tout cas du vote pour le RN, quoi. C'est cette histoire de sauf-qui-peut individuel qui fait qu'on se sent enfermé dans des problématiques nécessairement individuelles
individuelles et qu'on ne voit pas la capacité à les transformer en revendications collectives. Et donc on se dit que là-dessus, sur ce problème-là, de passer de problèmes individuels à des revendications collectives, on a besoin d'une campagne pour ça. On a besoin d'une campagne pour passer une forme de pas de bol à l'échelle individuelle à pas normal à l'échelle collective. Et en fait, quand on a écrit la lettre, le parallèle auquel ça nous a fait penser, c'était celui de cancer-colère. Peut-être vous en avez entendu parler au moment de la loi Duplon, une mobilisation notamment poussée par Fleur Breteau et qui disait finalement le cancer n'est pas une série d'anomalies individuelles, c'est bien un problème politique, un problème collectif et sur lequel il faut qu'on se rassemble ensemble, quoi. Et donc voilà, politiser, c'est transformer ces difficultés individuelles du mal logement en revendications collectives. Et c'est à ça déjà que peut nous servir la campagne. Et puis il y a une deuxième conclusion à laquelle on arrive, plus structurelle et peut-être plus compliquée à surmonter, mais qui est de dire en fait la crise du logement, là où elle est à ce point imbriquée avec la crise démocratique qu'on traverse, c'est qu'en fait elle révèle une asymétrie de position, on pourrait dire même asymétrie de pouvoir, hein, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, entre les logeurs et les logés. Alors pourquoi on parle des logeurs et des logés, là où d'habitude on parle des acteurs de l'offre et des acteurs de la demande? Il y a bien effectivement cette dimension-là. Les logeurs, c'est à la fois ceux qui produisent les logements, les promoteurs immobiliers, les bailleurs, les investisseurs, mais c'est aussi ceux qui les possèdent. Et comme le disait bien Francesca juste avant, là où les choses se compliquent, c'est qu'on s'aperçoit que pour une partie de la population, on a à la fois la casquette de logeur et la casquette de logé. De celui d'être occupant de son logement et donc de vouloir avoir un logement de qualité à moindre coût, et celui d'être propriétaire de son logement, de vouloir maximiser sa plus-value pour pouvoir accéder à un logement plus grand. Et donc la question, c'est pas uniquement le rapport entre les acteurs de l'offre et la demande, c'est comment on en est arrivé à un point que dans ce cumul de casquettes, c'est toujours la casquette du logeur qui finit par l'emporter sur la casquette du logé dans nos choix d'action collective. Et en fait, tant qu'on n'aura pas effectué ce renversement, on n'arrivera pas à résoudre la crise du logement. Et là encore, c'est là où la démocratie nous semble plutôt être un levier pour le résoudre qu'un obstacle. Il y a un petit objet qui, on essayait avec Manon d'objectiver un peu cette asymétrie de pouvoir entre les logeurs et les logés. Il y en a un qui l'incarne bien et qu'on a repris dans la petite carte postale, c'est l'AG de copro. Et c'est pour ça qu'on posait comme petite devinette, savez-vous quelle est la différence entre une AG de copro et la démocratie locale? Eh ben, c'est pas du tout la même répartition du pouvoir. Et moi, ce qui me frappe à chaque AG de copro que je fais chaque année, c'est que le principe d'une AG de copro, c'est qu'en fait, le vote est réservé aux propriétaires. Les locataires, pourtant présents au quotidien dans l'immeuble, n'ont absolument pas leur mot à dire, ce qui ne semble pas être plus problématique que ça dans chaque AG de copro qui se tiennent partout en France chaque année. Donc non seulement les locataires n'ont pas leur mot à dire, mais en plus, la voix de chaque propriétaire est proportionnelle au nombre de mètres carrés qu'il possède. Donc plus on possède, plus on a de poids dans l'AG de copro. La démocratie locale, elle, c'est censé être complètement inverse. Et c'est ça sa vertu. C'est que le vote est réservé aux habitants, c'est-à-dire que, et ça rejoint là aussi ce que racontait Francesca sur la différence entre Paris et Milan et la sociologie des électeurs, mais que le vote est réservé aux habitants. Les propriétaires qui ne résident pas sur le territoire n'ont pas leur mot à dire aux élections, en tout cas, et chaque habitant a une seule voix. Une personne égale une voix. Ça, c'est la théorie. En pratique, il y a deux difficultés supplémentaires, et c'est celle-là qu'il faut travailler. La première, elle vient de la sociologie des élus. Là aussi, Aurélie l'évoquait un petit peu. On est marqué de la surreprésentation des propriétaires
dans les conseils municipaux, parfois simples propriétaires, mais parfois aussi propriétaires, investisseurs, lotisseurs, etc. Et donc, voilà, une partie du combat pour résoudre la crise du logement, c'est aussi de diversifier la sociologie des élus, qui permettra aussi peut-être de diversifier la sociologie des électeurs, parce qu'on sait que le taux d'abstention, il est plus élevé du côté des locataires que du côté des propriétaires. Donc cette asymétrie logeur-logé, elle se retrouve dans la campagne. Et puis, il y a un autre obstacle au bon fonctionnement de la démocratie locale, c'est qu'au quotidien, finalement, les élus sont beaucoup plus en contact avec les logeurs qu'avec les logés. Alors, certes, au départ, nos deux élus, nos deux maires du 14e et du 20e disaient on reçoit des sollicitations quotidiennes d'habitants en recherche d'un logement. Sauf que, finalement, le reste de leur temps, ils le passent quand même plutôt en discussion ou en négociation avec les bailleurs sociaux quand ils sont par ailleurs présidents de l'OPH, avec les promoteurs immobiliers sur le cadrage des projets. Et que cette proximité, on pourrait dire, avec les acteurs de l'offre, elle infuse progressivement leur façon de voir la crise du logement. Et c'est ça qui fait que aussi en France, la difficulté, c'est que la crise du logement est toujours cadrée du point de vue des logeurs, et notamment réduite à une crise de la construction, comme s'il suffisait de construire davantage pour pouvoir loger tout le monde, et plus rarement du côté des logés. Et donc, voilà, j'en viens un peu à la conclusion, mais c'était un peu ça le message qu'on veut faire passer, nous, à travers cette lettre, c'est que le moyen d'utiliser les élections municipales et la campagne pour faire avancer le combat sur cette question de l'égalité d'accès au logement, plus que de trouver des solutions techniques qu'on pourrait intégrer dans le programme, c'est d'effectuer une sorte de renversement dans le cadrage du problème pour raconter, pour faire exister la crise du mal-logement du côté des mal-logés et pour donner du poids aux mal-logés en politique. C'est pour ça, à notre sens, qu'on a besoin d'élus pour s'en faire le relais et leur porte-parole, d'autant plus qu'on sait très bien qu'ils ne viendront pas en réunion publique et que même quand ils seront là, moi j'étais dans la position de la personne qui est en recherche de logement dans le petit jeu de rôle qu'on a fait tout à l'heure, j'ai pas réussi à prendre la parole parce que je savais pas comment j'allais rendre audibles les difficultés que je rencontre par rapport à tous ceux bien logés qui disaient attendez, moi je veux préserver mon bon logement. Et donc c'est assez symptomatique de cette situation. Et voilà, c'est pour ça qu'à notre sens, on a besoin d'élus locaux. C'est ça qu'on doit attendre de nos élus. Et c'est ça qu'on doit attendre de la campagne, en se disant finalement, le moment de l'élection est ce moment, certes temporaire, mais potentiellement transformateur, où le principe d'égalité démocratique, une personne, une voix, un habitant, une voix, redonne temporairement du pouvoir aux logés sur les logeurs. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait des 4 mois qui restent pour utiliser la campagne pour atténuer cette asymétrie de pouvoir entre logeurs et logés. Je regarde Catherine et Antoine pour savoir si éventuellement on peut ouvrir un petit bout de discussion, mais j'imagine que on peut prendre 5 petites minutes. Si ça vous fait réagir, peut-être que vous soyez élu, candidat ou simplement citoyen, électeur ou abstentionniste. Est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que c'est complètement cadré par rapport à ce que vous pensez de la place du logement dans une campagne, ou est-ce que vous vous dites que c'est pas tout à fait raccord? Et on est aussi preneur, on sait qu'il y a dans la salle beaucoup de professionnels du secteur de l'habitat. En fait, nous, notre combat avec Manon depuis 2 ans, c'est de dire aux praticiens de l'action publique, la question démocratique vous concerne au premier chef. Et donc là, c'est ce qu'on a essayé c'est un peu la démonstration qu'on a essayé de vous faire, quoi. En quoi vous êtes aussi concernés par cette question démocratique et en quoi il y a un enjeu de s'en saisir. Je me demandais un peu simplement si quelqu'un vous a répondu
Et si, peut-être pour donner un peu plus de sens à ma question, est-ce que vous discutez avec des partis? Parce que des fois, les élus, ils pensent aussi avec leur parti, quoi. On prend peut-être plusieurs questions et comme ça on fait une seule réponse groupée avant de passer à la conclusion. Ça peut aussi être soit des témoignages qui illustrent ce qu'on raconte, soit qui viennent le nuancer, des protestations. Donc manifestement, le petit QR code qui est sur la carte ne fonctionne pas. Il fonctionnait hier soir. Donc allez sur le site de Partie Prenante et ensuite vous allez pouvoir trouver la lettre. Juste une petite remarque, parce que effectivement, la plupart des gens dans la salle, je pense, sont des logeurs, mais ils sont aussi des logés. Donc en fait, on est tous aussi des habitants et on a tous un double réflexe de réfléchir à la fois en tant qu'habitant et en tant que professionnel du logement. Et parfois aussi en tant que propriétaire, ce qui rend un peu schizophrène. Oui, peut-être que c'est ça qui nous tétanise aussi. C'est peut-être cette espèce de schizophrénie dans laquelle on est tous. Moi, je voyais bien que j'avais du mal à me positionner dans le débat mouvant sur est-ce que je suis locataire ou propriétaire. Bon, locataire de mon logement, mais si dans ma famille il y a une SCI, je suis aussi propriétaire. Enfin, en fait, tout ceci est très schizophrénique et ça rend aussi peut-être plus difficile les revendications plus collectives politiques, quoi. Avec cette difficulté aussi supplémentaire que les logeurs sont certes des logés, mais sont plutôt des bien logés que des mal logés. Moi, j'étais frappé là de voir à la question qui cherche un logement, mais il y avait très peu de monde. C'est aussi interpellant sur justement ce que produit nos tendances à projeter la situation des logés à partir de notre propre expérience personnelle, et qu'en fait cette question de la représentativité démocratique, elle se pose pour les élus, mais elle se pose aussi pour tous les praticiens que nous sommes. Et dans quelle mesure, en fait, nos difficultés, malgré toutes nos bonnes intentions, à prendre la mesure de la réalité vécue du mal-logement, nous fait peut-être passer en partie à côté de notre capacité à la résoudre. Et peut-être juste sur le est-ce qu'on nous a répondu à notre petite carte, effectivement. Et les partis, ouais. Alors sur la petite carte, en fait, on a volontairement fait le choix éditorial d'adresser des lettres. Effectivement, les lettres aux 500 000, on était vraiment en train de se dire, en fait, pour que ce soit un exercice sur lequel on a envie d'être au plus près de ce que c'est que la vie d'élu, on va s'adresser sous forme épistolaire avec ces petites cartes postales. Alors, c'est très difficile de savoir comment c'est reçu. On voit le nombre de gens qui s'inscrivent, on voit des gens qui nous disent « Tiens, j'ai pris toute ma liste et on a fait l'exercice pratique que vous conseillez. » Ça nous est arrivé 2-3 fois et on s'est dit « Waouh, c'est incroyable !» Sinon, globalement, non. C'est plutôt un exercice qui va dans un sens et pour l'instant, on a du mal à vraiment avoir beaucoup de retours, si ce n'est que pour chacune de ces lettres, on a eu au moins un exercice comme celui-ci de mise en partage. Côté parti... Moi, je suis assez étonnée par le fait que c'est beaucoup plus notre livre, pour en finir avec la démocratie participative, qui continue d'agiter les partis. Et cette question toujours de oui, on aimerait bien vous faire intervenir parce qu'on se questionne toujours sur quelle est la juste place des citoyens, quoi. Dès lors qu'on essaye de dire, nous, notre combat, c'est de réorienter les efforts vers le fonctionnement interne, la juste place des élus, le combat pour la démocratisation politique et technique de l'action publique, c'est beaucoup plus difficile, quoi. C'est aussi qu'on a fait le choix de s'adresser à l'ensemble des 500 000 futurs élus municipaux, quelle que soit leur étiquette partisane. Pourquoi ? Parce que, en fait, notre conviction, c'est que l'enjeu n'est pas uniquement de savoir qui va être élu, mais pourquoi faire et quelle va être la fiche de poste de nos futurs élus locaux. Et en fait, ce qu'on travaille, c'est cette fiche de poste. Et c'est là où il y a un peu un décalage avec les partis qui, eux, sont à la recherche de la mesure différenciante qui va permettre de remporter les élections comme Mme Dany a réussi à le faire à New York, qui est évidemment une question importante, et c'est leur job de le faire, et on espère qu'ils le fassent peut-être davantage, notamment sur les questions de logement, parce que les ruptures en matière de crise du logement, voilà, elles sont encore assez timides, quoi. Donc il y a sûrement un travail à faire là-dessus, mais le travail que nous, on essaye de prendre en charge à travers ces lettres, il est de nature un peu différente, et c'est pour ça qu'on s'adresse presque individuellement à chaque élu, qui sont nombreux à se poser la question de à quoi ils servent. Soit parce qu'ils ont trop de travail, soit parce qu'ils n'en ont pas assez, soit parce qu'ils se prennent trop de baffes, soit parce qu'ils ont
et souvent c'est les mêmes situations, pas assez de marge de manœuvre. Ceux qui nous répondent, c'est un peu les outsiders, quoi. C'est ceux qui justement prennent le temps de cette réflexivité et de cette remise en question, parce qu'ils sont pas ils sont plus dans le bore-out que dans le burn-out, quoi. Anne-Claire. Oui, vous m'entendez? Ça marche? Ouais. Oui, je voulais juste témoigner parce qu'on a fait une étude, alors qui malheureusement n'a pas pu paraître avant la période de réserve, mais sur les maires bâtisseurs en Ile-de-France. Et je voulais un peu pousser le sujet de la politisation de la question du logement, parce qu'on est allé donc voir des élus qui ont plutôt construit sur les 3 derniers mandats, qui s'en sont plutôt fait féliciter, ou en tout cas qui l'ont assumé comme un projet politique. Et dire qu'à la fois statistiquement, on n'a pas pu vérifier un effet de perte des élections dans les communes franciliennes qui ont particulièrement construit, et montrer que vraiment plus ils ont nourri un discours politique sur la raison de pourquoi ils construisent, moins ils se sont enferrés dans des sujets techniques, plus leur message a porté. Et c'est très intéressant. Je fais un peu le buzz, parce que ça sera dans longtemps qu'on la fera paraître, mais il s'agit de démontrer ce que l'on produit en construisant. C'est-à-dire, on démontre qu'on redonne accès à une certaine qualité d'espace public, comme ça a été montré un peu tout à l'heure dans le jeu de rôle. Ça montre aussi les aspects environnementaux, les aspects... Alors, il y a quelques limites sur lesquelles je pense que c'est aussi intéressant de politiser, c'est qu'il continue à fonctionner avec des idées un peu anciennes sur ce que c'est le parcours résidentiel, sur ce que c'est bien loger les gens, sur ce que font chacun des produits. Donc ils ont des idées un peu... Je pense qu'il y a un travail collectif à faire pour les aider à comprendre ce qu'ils fabriquent vraiment, parce qu'ils sont pleins de bonnes intentions, ils ne sont pas toujours malthusiens à dire je ne veux pas tel ou tel public, mais parfois je le dis un peu facilement, mais ils se trompent un peu dans la cible, et en pensant construire une ville, et il manque peut-être un peu des études en aval, c'est-à-dire une fois que j'ai construit, qui j'accueille vraiment, qui je fais venir et dans quelles conditions. Et cette partie-là des études est souvent celle qui manque. On a plein d'études sur les programmations en amont, mais on n'a pas grand-chose en aval sur la réalité de ce qu'ils produisent, et peut-être les aider à objectiver. Je voudrais loger mes infirmières, etc. Et donc je dis oui à du LLI, c'est une erreur, c'est pas celle-là qu'on va loger. Donc peut-être continuer à documenter la réalité de ce qu'ils produisent. Oui. Moi, j'avais juste une petite interrogation, parce que vous avez parlé donc des mal logés. Et justement, aujourd'hui, on est plusieurs professionnels, représentants de collectivités, etc. Ils ne sont pas là, j'ai pas l'impression, alors qu'il y a des associations qui existent. Et donc, il y a, que ce soit, on a cité Droit au logement, ou des fédérations telles que la CNL et d'autres. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à voir se fédérer ces paroles-là. On sait aussi, face à la répression, c'est de plus en plus dur. Mais c'est vrai que dans ce genre de moment, on aurait aimé aussi entendre cette voix-là, qui n'est pas là. Et donc je ne sais pas si ils étaient conviés au sens où est-ce que l'information, de quelle manière l'information a été diffusée, je ne sais pas, mais voilà, c'est une interrogation. Oui, alors c'est une interrogation qui concerne le logement, mais aussi l'hébergement. En fait, je me demandais, étant donné que il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par l'hébergement, ou qui sont en tout cas en recherche de logement et qui trouvent un peu par la débrouille, qui sont en général des personnes, soit par leur statut, soit sociologiquement, qui ne votent pas, qui n'ont pas accès au vote. Comment faire pour que cette question du droit au logement et de l'accès à un logement ou à un hébergement salubre soit récupérée politiquement et soit vraiment pris en compte de manière volontariste et forte? Peut-être quelques bribes sur ce que tu disais, Anne-Claire, et peut-être sur la deuxième partie de ce que tu disais, on a l'impression qu'ils ne connaissent pas finalement si bien que ça ce à quoi servent les logements qu'ils produisent. Ça fait écho à une étude sur laquelle Idéal nous a mobilisés, qui s'appelle Plein emploi, plein logement, et dans lequel un des terrains, c'est dans le nord des Deux-Sèvres, un territoire de plein emploi dans lequel en fait tout un tas de petits propriétaires qui sont en fait des artisans du BTP produisent une offre très variée à destination des actifs. Et en fait, le travail avec eux, c'est de se dire comment faire pour mieux comprendre les profils, les motivations, les contextes de ces propriétaires, enfin de ces logeurs et de ces logés, quoi, et d'essayer de repérer qui vous pensez loger dans votre parc social et qui vous pensez loger et qui vous pensez qui est logé dans ce parc privé, et d'essayer de regarder un peu quels sont les atouts et les limites de chacune des solutions. Mais on voit bien à quel point en fait ces portraits de logeurs et portraits de logés, on n'est pas
tant que ça en capacité de le faire. Et en tout cas, c'est assez éloigné de la logique d'un PLH, quoi. Enfin, qu'il le fait pas comme ça de façon, on va dire, sociologique, quoi, avec des logiques de trajectoire, d'intérêt, etc., etc. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Et sur ce que tu disais sur, finalement, on leur reproche pas tant que ça de pas être des maires bâtisseurs. Et à partir du moment où ils disent pour qui ils font les choses, ça se passe mieux. C'est vraiment le parallèle avec les enjeux de transition écologique, quoi. De se dire, en fait, on peut plus être dans des objectifs complètement désincarnés comme choc de l'offre, quoi. On voit bien à quel point la façon de parler de la crise du logement est une façon totalement désincarnée, qui ne nous parle que produits, dispositifs techniques, quoi. On voit bien à quel point l'enjeu, c'est de redire pour qui et pourquoi, et de savoir aussi prioriser les besoins. En fait, on est dans une concurrence pour l'accès au logement, mais dans cette concurrence, il y a des besoins prioritaires, et donc le rôle du politique, c'est quand même de savoir dire au nom de qui et de quoi je vais prioriser mon action, quoi. Et donc, ça, en tout cas, la conclusion à laquelle vous arrivez est assez proche de ce qu'on raconte, ouais. Sur les deux autres questions, je trouve qu'elles rentrent bien en résonance, puisque un des leviers pour justement améliorer la représentation des mal logés, ça passe par la mobilisation collective et donc par le rôle de ces associations qui sont effectivement à la fois importantes et en mauvaise posture, fragilisées pour tout un tas de raisons, avec elles-mêmes des difficultés à assurer ce travail représentatif des mal logés, parce qu'en fait le mal logement se recompose et que c'est pas évident de suivre ces recompositions. C'était d'ailleurs un des personnages clés du film Les Promesses, moi, qui m'avait marqué, le président de l'amicale de locataires de la CoPro, qui était un vrai interlocuteur de négociation avec la maire. Donc malgré tout, il y a un levier après quant à savoir finalement pourquoi ils étaient peu présents aujourd'hui. Je renvoie la balle aux organisateurs. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Voilà, merci. La campagne est donc lancée. Merci d'être venu, merci d'être resté. Pardon, il marche pas le micro? Bon, ben voilà, Si pour enregistrer, Catherine, quand même, s'il te plaît. Ben, oui, mais il marche ou pas? Oui. Ah oui, voilà, donc nous aussi, on a une petite étude qui va sortir la semaine prochaine, qui va sortir au moment des résultats de notre sondage. Donc je vous rappelle le sondage, si vous êtes élus ou si vous avez des élus autour de vous. La lettre de partie prenante, comme le QR code ne marche pas, soit vous nous envoyez un petit mail, on vous le renvoie, soit vous allez sur le site de partie prenante et vous la trouvez, la lettre au logement. Et puis voilà, il nous reste à vous remercier. Vous avez encore des affiches là-bas si vous voulez. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Il y a un truc que j'ai oublié sûrement. Et en février, mi-février. Oui, mi-février, normalement, les résultats de notre sondage sur les maires et le logement, et puis la parution d'une étude que nous aussi, on a essayé de faire, qui s'appelle Maires bâtisseurs, maires battus, quand même avec un point d'interrogation, et pour lesquels nous, on a quelques résultats quantitatifs, mais on n'a pas le quali, mais voilà, comme ça, on pourra se compléter avec l'Institut Paris Région. Donc, merci encore, et puis voilà, votez bien surtout, et votez pour le logement. Bonne journée.